Et là, SNK n'a même pas respecté les préconisations du fabricant. Ils ont changé les valeurs de certains condensateurs et résistants. Bonjour à tous, le sujet de cette vidéo a été choisi par les membres du bureau d'études. Merci à vous pour votre soutien. On va commencer d'abord l'étude sur un hardware Neo Geo MVS qui est exactement identique à l'AES pour la partie génération d'images et on va voir après les différences qui vont se passer au fur et à mesure qu'on va avancer. Le Neo Geo B1 est un ASIC qui va s'occuper de générer l'image et son boulot est de travailler en permanence, de demander l'information à l'ASIC LSPC. Le Neo Geo B1 va s'occuper d'interroger l'ASIC qui s'occupe de l'affichage en lui-même, de récupérer ces informations, d'interroger la RAM palette qui, elle, contient la correspondance entre numéro de pixels et la couleur effective qu'on va avoir affichée à l'écran. Et une fois que ça c'est fait, on passe par un convertisseur qui va transformer la valeur binaire en signal analogique, une tension qui est variable. Ici j'ai un hardware Neo Geo MVS et on voit, alors c'est facile à trouver, le Neo B1 qui va être le chef d'orchestre de la génération d'images est ici, c'est pas compliqué, c'est le plus gros. Donc on a le Neo B1, celui qu'on a vu tout à l'heure. Le Neo B1 va interroger la palette, la RAM palette. La RAM palette se trouve, alors si je prends ici, parce que c'est quand même bien de voir un peu à quoi ça ressemble physiquement. Alors j'ai pas mes lunettes là, mais je dirais que c'est ces deux-ci, les RAM palettes. Et c'est la RAM palette qui va faire la correspondance numéro de pixels avec les couleurs. Et après, on envoie tout ça vers un DAC, convertisseur numérique analogique. Et c'est ce DAC qui va nous fournir le RVB, rouge, vert, bleu. Voilà schématiquement comment ça fonctionne. Maintenant, on va rentrer dans le détail. Il faut savoir que la conversion se fait avec des résistances toutes simples. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Vous êtes très nombreux à liker mes vidéos. Je vous en remercie. L'astuce de SNK, et c'était malin, et c'est souvent utilisé comme ça, pour convertir quelque chose de numérique en analogique, donc avoir une tension qui est proportionnelle à la valeur binaire que l'on met à l'entrée, c'est ça en fait, un convertisseur numérique analogique, on va utiliser des résistances de différentes valeurs. Ces résistances, je vous les montre. Vous voyez, c'est ce que vous avez ici. Vous voyez, toutes ces petites résistances, c'est ça qui va servir à générer votre signal vidéo. Les valeurs sont très importantes, parce que si vous les changez, vous allez avoir des couleurs qui sont complètement fausses. Voilà comment SNK a choisi. Ici, je vais dessiner, on va faire simple, on va prendre deux résistances pour la compréhension. On va dire qu'ici, on traite le signal rouge. Voilà. Et on veut une tension qui soit variable en fonction des informations binaires que l'on a ici en entrée. Sauf que nos résistances, elles n'ont pas toutes la même valeur, et c'est fait exprès. Ici, je prends 500 milliohms par exemple. Si par exemple, et là je vais faire comme une table de vérité, voilà, j'ai 0, 0 en entrée, 0, 0, j'ai une tension de 0 volts. Ok. Si maintenant je mets 0, 1, ici, pas de courant qui traverse, le courant ici va traverser à une résistance faible de 500 ohms, donc je dirais qu'on a une tension par exemple, donc ici je mets 0, 1, voilà, ici je vais avoir une tension de 4 volts. Si maintenant je fais l'inverse, je fais 0, je fais l'inverse, ici, donc là le courant va traverser une résistance un peu plus forte, donc ça va limiter davantage le courant, donc je vais avoir une tension plus basse. Donc en faisant 1, 0, j'ai, admettons, 3 volts. C'est juste pour vous donner un exemple. Et si j'ai 1, 1, je vais avoir une résistance équivalente. Il faut faire un petit calcul, mais ça dépasse le cadre de cette vidéo. On va dire que la résistance équivalente, ici, va me donner une tension assez élevée, mais pas 5 volts, hein, parce qu'on passe à travers des résistances. On aurait par exemple ici du 4 volts 5. Donc on va avoir donc une tension qui va varier en fonction des informations binaires qu'on va lui donner. Maintenant, on va voir comment concrètement c'est fait dans le hardware. Donc on va d'abord passer sur le schéma.
Alors ici, tout de suite, je pense que vous avez reconnu. Donc ce sont nos résistances, donc à valeurs différentes. On n'arrive pas forcément à lire, mais on est, ici on est à 1 kg. Donc 1 kOhm, ça fait 1000 ohms, 470. Voilà, 200 et quelques, j'arrive pas très bien à lire, vous voyez. Donc c'est ça qui va traiter notre... Donc ici, on va avoir une tension qui va varier en fonction de l'intensité du rouge pour le pixel. Ici, c'est le vert et ici, le bleu. Donc c'est ça notre convertisseur numérique analogique. Et on voit bien qu'on a 1, 2, 3, 4, 5 fils pour le rouge, 5 fils pour le vert, 5 fils pour le bleu. On remonte un peu en avant. Ici, on a ce qu'on appelle des verrous. Ce sont comme des mémoires toutes simples, un bit, qui font rien d'autre, qui recopient ce que l'on a en entrée, à la sortie, quand il y a besoin. Et ça sert à quoi? Ça sert que quand le Neo B1, il va très très vite, et il interroge la RAM, quand le temps que la RAM réagisse et donne l'information, il peut y avoir un petit laps de temps, où ici, les niveaux ne sont pas fiables. Si on passait directement, ces niveaux non fiables passeraient directement et seraient envoyés directement à l'écran. Et on aurait des glitches, en fait, tout simplement, parce que ça prend un petit peu de temps d'affichage. Donc pour éviter des glitches, en gros, c'est comme des portes qui vont, dès qu'on est sûr que ce qui est ici est correct, on ouvre le van, on laisse passer l'information, et après on referme, de façon à ce que ici ce soit toujours des informations propres. Et ici, on a la RAM palette, ici, c'est elle qui contient toutes les informations des couleurs. Donc je rappelle que pour les RAM palettes, on a 256 palettes de 16 couleurs chacune. Donc chaque couleur est codée sur 5 bits. C'est ce que vous avez, voilà, c'est ce que je viens d'expliquer. Et on a 5 bits, et on a donc 5 multiplié par 3, ça fait 15 bits. Et donc le 16e bit est un petit peu particulier. C'est ce qu'on appelle le shadow, c'est ce qui permet en fait d'assombrir le sprite, enfin le pixel d'un sprite, directement sans se prendre tout simplement en hardware. Ça permet justement de faire les ombres. Vous voyez, quand vous avez des ombres sous les sprites, sur un jeu de combat par exemple, vous avez des ombres, ça permet comme ça de ne pas avoir à reproduire des sprites sombres, c'est fait directement en hardware. Ouais, sauf que la tension qui sort rouge, vert, bleu, en sortie de cette conversion, eh bien, elle peut atteindre 4 volts, voire un peu plus. Alors pour les tubes cathodiques des bornes d'arcade, ça passe crème, c'est fait pour ça, c'est du costaud. Sauf que pour la télé en Péritel, ça va pas du tout. C'est pas du tout. Pour une Péritel, il faut maximum 1 volt à peu près, si ma mémoire est bonne. Donc il va falloir adapter cette tension. Et c'est là que c'est la spécificité de la Neo Geo AES, c'est cette adaptation de tension entre la sortie rouge, vert, bleu pure et dure, et la Péritel que l'on a. Regardons ensemble comment c'est fait. Donc là, j'ai sorti le schéma de la Neo Geo AES, et la partie génération vidéo, c'est juste pour vous montrer. On retrouve notre... Vous voyez, c'est exactement identique au schéma MVS que je vous ai montré tout à l'heure. C'est juste que c'est dessiné un petit peu différemment. Ici, vous avez ce qu'on appelle les verrous, donc les latches. Ici, vous avez les verrous ici, qui vous permettent de faire passer l'information quand elle est fiable. Et ici, de mémoire, voilà, ici vous avez la RAM palette, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Maintenant, on va s'intéresser à qu'est-ce qu'on a ici en sortie. Sur la Neo Geo AES, on a ça en plus. Voilà. Ici, on retrouve nos signaux rouges. Ici, on retrouve nos signaux rouge, vert, bleu. On passe par un composant très spécifique qui a été ajouté que sur les AES, qui est un composant Sony, le CXA1145P. Alors, ce composant est assez stratégique pour la génération vidéo. Il va permettre de convertir les signaux rouge, vert, bleu en niveau de tension et de les mettre au format standard, Péritel, rouge, vert, bleu. Mais il ne fait pas que ça. Il va aussi permettre de générer le signal composite. Alors, le signal composite, c'est complexe à générer, parce qu'il faut bien se douter. Et pourquoi ce signal composite existe? Parce qu'il faut bien se remettre dans les années 80. Tout le monde n'a pas de Péritel. En plus, je crois que Péritel, c'est français. Dites-moi en commentaire, mais il me semble que c'est ça. Donc, la génération... Donc, il faut dire que toutes les télés n'ont pas de signal rouge, vert, bleu, ne peuvent pas accepter du signal rouge, vert, bleu. Donc les fabricants ont l'obligation d'utiliser ou de fournir le signal composite avec la petite fiche jaune, là, voilà. Et donc là, pourquoi c'est
pas propre d'utiliser le signal composite, parce que les ingénieurs qui ont inventé donc cette génération de signal composite, ils se sont creusé la tête, et ça n'a pas été facile pour eux. Il faut que sur un fil, on fasse passer l'équivalent de 3 fils. Pas simple. Et en plus de ça, il y a des problèmes de normes, c'est-à-dire que au début de l'histoire de la télé, l'image était noir et blanc, c'est ce qu'on appelle la luminance. Donc en fait, on envoie juste une tension, pixel par pixel, de l'intensité lumineuse du pixel. Ça va s'arrêter là. Sauf qu'après, la couleur est arrivée. Et donc il a fallu imaginer comment on va pouvoir faire passer l'information de la couleur là-dedans. Donc ce qu'on appelle la chrominance. Et là, il va falloir, donc là, en fonction, on va faire une modulation, et on va pouvoir ainsi donner l'information de la couleur. On mélange à la fois la couleur et la luminance dans le même signal. Vous comprenez pourquoi c'est compliqué, pourquoi c'est jamais très très propre le signal composite. C'est le rôle exactement de ce composant, c'est de faire ça, ce boulot à la place. Et donc là, ici, vous avez ici une entrée qui va servir de qui est l'entrée de la modulation, si c'est du PAL ou du SECAM. Donc la fréquence ici sera différente en fonction du PAL ou du SECAM. Donc il récupère cette modulation et pour générer le signal composite. Ce composant, si on prend si on prend le schéma fabricant, donc c'est le CXA1145, que font les fabricants de composants. Donc là c'est Sony en l'occurrence qui vend ce composant, qui fait beaucoup de choses, propose souvent, c'est quasiment à chaque fois, les fabricants proposent ce qu'on appelle des schémas de référence, des schémas typiques. Ces schémas sont validés par le fabricant, donc en l'occurrence ici Sony, et donc après libre au constructeur, au fabricant de la console, de respecter ou pas. D'accord? Donc regardez ici, on va regarder ensemble, regardez ici la sortie rouge, vert, bleu. Le fabricant, Sony, du composant, préconise, dès qu'on passe par un condensateur de 470 microfarads chacun, et on passe à travers des résistances de 75 ohms. D'accord? Et là, SNK n'a même pas respecté les préconisations du fabricant. Ils ont changé les valeurs de certains condensateurs et résistances. Les préconisations du fabricant, regardez, donc là, le fabricant préconise cette valeur de condensateur, et SNK a mis ce type de condensateur. Et vous avez le même problème pour chaque couleur. Le 50 ou 60 Hz est généré par la puce qu'on a vu tout à l'heure, Neo B1. C'est elle qui fixe la cadence, d'accord? Et donc c'est un réglage au niveau de la carte qui fait qu'on passe de telle fréquence à telle fréquence. Le rouge, vert, bleu, il s'en fiche qu'on soit à 50 ou 60 Hz. Le tube cathodique est censé s'adapter. C'est-à-dire que si le balayage est un peu plus rapide en 60 Hz qu'en 50 Hz, ben il s'adapte. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Il fallait respecter le 50 et 60 Hz quand on fait du composite par contre. Parce que là, il y a la norme PAL-SECAM et là, il y a un respect de timing. Par contre, ce qui fait que le 60 Hz va aller plus vite qu'avec le 50 Hz, c'est lié en fait à l'interruption. C'est-à-dire que quand vous avez un jeu qui se déroule, le jeu va se dérouler et il va y avoir une partie du jeu qui va servir de ce qu'on appelle la routine d'interruption qui va être synchronisée avec le Neo B1. Vous savez, le Neo B1 qui s'occupe justement de faire le rendu. Et ce Neo B1 va faire ce qu'on appelle une interruption logicielle, c'est-à-dire qu'il va envoyer une information au jeu. Le jeu va récupérer cette information et il sait qu'à partir de ce top départ, il sait qu'il a feu vert pour régénérer l'image. Pourquoi? Parce qu'il est hors de question de régénérer l'image n'importe quand. Vous imaginez si le jeu s'amuse à changer les sprites alors qu'on est en train de générer les lignes. C'est le drame, ça va glitcher, ça va être horrible. Donc le jeu est obligé d'attendre que le balayage soit terminé, on revient au début, c'est ce moment-là où ça revient au début, pendant ce moment-là, le jeu doit régénérer l'image. Et cette interruption, elle est cyclique, elle est à 50 ou 60 Hz en fonction du réglage du composant sur la carte mère. Voilà, donc voilà pourquoi en 60 Hz, le jeu va un peu plus vite qu'en 50 Hz. Maintenant, je vais rajouter sur mon schéma le composant spécifique à l'AES. Rouge, vert, bleu, mes signaux Péritel. Péritel plus composite. Composite. Et on a le son en plus, mais on en parlera dans une autre vidéo.
Donc maintenant, la question qu'on va se poser, c'est que va faire SNK avec la Neo Geo AES+. Ils ont annoncé donc une sortie RGB, donc conforme à l'original. Donc il y a vraisemblablement, ils vont utiliser les mêmes composants ou des versions un peu plus modernisées. La conversion numérique analogique, elle sera la même avec les réseaux de résistance. Il n'y a pas de raison, ça coûte pas cher, il n'y a pas de raison qui change. En plus, comme ça, ils vont garder exactement les mêmes teintes, la même colorimétrie de chaque niveau de couleur. Après, peut-être qu'ils vont changer, qu'ils vont supprimer le Sony, la puce Sony qui fait la conversion vers la Péritel. Peut-être qu'ils vont la changer, pourquoi pas. Maintenant, pour le HDMI, je serai à la place de la SNK. Je m'y prendrai comme ceci. On ne va pas se prendre ici en sortie Péritel, ça ne sert strictement à rien, il n'y a aucun intérêt. La meilleure façon de se faire, ce serait ça. On prélève le signal RGB à la source. Ici, il est propre, il est nickel, et on fait une sortie HDMI. Donc là, le boulot, ça serait sûrement un ASIC qui va s'occuper de convertir les signaux au format HDMI en générant des skylines pour que ce soit le plus agréablement possible. Comme ça, on aurait vraiment deux sorties complémentaires et l'une ne perturberait pas l'autre. Ceci termine la vulgarisation sur la génération de l'image sur la Neo Geo. Vous pouvez à présent soutenir cette chaîne. J'ai ouvert un petit onglet abonnement. Le premier niveau, c'est le bureau d'études, c'est pour m'aider à financer le matériel. Et donc, en contrepartie de me soutenir, vous aurez accès aux vidéos en avant-première. Vous aurez des sondages qui vont vous permettre de donner votre avis et d'influencer sur le sujet de la prochaine vidéo, pour vous remercier de votre soutien. Et enfin, un deuxième palier qui s'adresse vraiment à des personnes qui veulent apprendre l'électronique pour, dans l'optique de réparer, de conserver leur matériel au long terme. Et là, vous apprendrez plein de choses. Je vous ferai part de mes retours d'expérience, vous apprendrez tous les composants, vous apprendrez à décortiquer le matériel de rétro gaming, savoir qu'est-ce qui est les pannes les plus courantes, quel composant sert à quoi, avec aussi quelques bonus et beaucoup d'anecdotes.